La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Et bonjour Agathe. Bonjour Charles, bonjour à toutes et à tous. La science, la recherche, on en parle beaucoup ces derniers jours avec notamment la remise des prix Nobel de médecine, de physique et de chimie en début de semaine. Mais on en parle aussi au niveau local via la marche des chercheurs nantais qui dénoncent la crise de leur filière et se sont mis en route direction Paris. La science, les techniques, la santé, la société font aussi partie intégrante du site internet nantais Thinkovery, lancé en septembre 2013. Et si je vous en parle ce matin, eh bien c'est parce que la version papier de Thinkovery sort en kiosque mercredi prochain, le 15 octobre. Écoutez Loïc Legac, directeur de la publication de Thinkovery. Plus que de science, j'ai envie de dire, c'est un magazine qui va parler de la recherche, qui va nous donner le point de vue de la recherche sur ce qui nous préoccupe tous. Et donc ça va au-delà de ce qu'on entend généralement par science. C'est pas uniquement les sciences dures, on a 6 thématiques: science, santé, environnement, international, économie, société. Donc c'est assez large dans la couverture des sujets, mais à chaque fois par contre on s'intéresse à ce que dit la recherche scientifique et à l'état des lieux des découvertes. Alors est-ce que c'est un pari? Oui, c'est un pari d'essayer cet angle-là qui est un peu nouveau. Ça fait qu'on a une place à part entre effectivement le segment des magazines de sciences et celui des magazines dits plus généralistes. Sur le site internet, ce sont les scientifiques qui parlent, même si on a un gros travail éditorial dans le montage de ces vidéos. Là, il y a un travail de médiation plus important qui est celui d'investigation journalistique. On va confronter les points de vue, on va chercher plusieurs travaux scientifiques, plusieurs chercheurs, et on essaye de construire au fur et à mesure de nos dossiers la variété des résultats en cours sur telle ou telle question. Par exemple, sur réparer la vie, il y a plus de 15 pages dans le magazine, donc on va bien au-delà de ce qu'on pourrait dire dans une vidéo de 3 à 5 minutes. J'entends parler de cellules souches, j'entends parler de prothèses, au gré de l'actualité scientifique. Nous, on a essayé d'apporter par le dossier une réponse à en quoi ça va me concerner, qu'est-ce que ça peut changer demain, est-ce qu'effectivement on va pouvoir me réparer ou pas, est-ce que ces recherches sont prometteuses et qu'est-ce qu'il faut en penser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire depuis le lancement du site internet? Qu'est-ce qu'on peut dire du modèle économique choisi? Est-ce que ça fonctionne? Je suppose que oui, puisque sinon vous sortiriez pas une version papier. Mais voilà, est-ce que c'est un exemple éventuellement de ce qui pourrait se faire aujourd'hui? On sait que la presse est en recherche d'un nouveau modèle économique viable, durable. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce modèle économique? Voilà, faut être honnête, hein, on est sur un pari, c'est tout jeune. Thinkovery, ça a tout juste 1 an. C'est le 15 septembre dernier qu'on lançait le site internet, en 2013. Il est encore très très tôt pour en tirer des bilans et dire ce modèle-là marche ou ne marche pas. On essaye de construire petit à petit un circuit un peu original. On est parti du web. Ça en soi c'est original parce qu'on vient du papier pour aller vers le web. On est parti du web et puis on décline avec le papier parce qu'on pense que les gens sont pas saucissonnés, ils sont pas uniquement sur internet ou uniquement sur le papier. Il faut être capable de leur offrir plusieurs supports et puis à chaque fois en fonction du canal de diffusion avoir un contenu adapté. Est-ce que le magazine a pour objectif également d'élargir un peu le public visé? Clairement, parce que notre pari était quand même assez exigeant. Hein. C'est à la fois médias en ligne, purement en ligne. Ça c'est je dirais l'aspect le moins original, mais on rajoute là-dessus de la vidéo sur les sciences et en plus avec un modèle payant sur abonnement. Donc clairement avec le magazine on est sur quelque chose de plus habituel dans les consommations et on pense qu'on va toucher effectivement plus largement les gens. C'est aussi pour nous une porte d'entrée vers le contenu en ligne de vidéos. Et on espère que les deux vont bien fonctionner ensemble. Oui, l'idée c'est vraiment cette complémentarité entre le site et le magazine. Ce ne sont pas 2 médias complètement dissociés finalement. Tout à fait. On est bien sur du bimédia et j'ai envie de dire on est à 400% du bimédia. Très souvent quand on parle de bimédia, il y a de la presse écrite qui se décline en ligne avec des contenus proches et des articles publiés en ligne. Nous c'est 2 contenus différents et chacun est adapté à son support. Voilà, notre cerveau a-t-il une âme? C'est la une de ce trimestriel, c'est-à-dire qu'il sort tous les 3 mois. Comptez 15 € pour 150 pages de contenu et 0 pub pour le premier numéro en tout cas. Un premier numéro édité à 11 000 exemplaires dans 3 000 points de vente partout en France. Alors, on peut le remontrer, hein, le magazine en question, la une du premier magazine de Thinkovery, donc qu'on trouve dans tous les bons kiosques à journaux, Agathe. Tous les bons kiosques, tous les très bons kiosques. L'archéologie est-elle une science justement, puisqu'on parle de science, Agathe? Qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, en tout cas, ça peut le devenir. L'archéologie sous-marine, en l'occurrence, c'est ce dont il est question cette semaine dans le courrier du Pays de Ré. L'épave de la Nymphe a été retrouvée. Alors, la Nymphe, qu'est-ce que c'est ? C'est une frégate coulée au large de Noirmoutier en 1794 pendant la Révolution française. Elle vient d'être retrouvée après 3 ans de recherche. C'est une équipe de 3 passionnés bénévoles qui a mis la main sur ce trésor. Parmi eux, Vincent Idier de Beauvoir-sur-Mer, qui n'en est pas à son coup d'essai. L'homme a déjà trouvé une pêcherie de l'âge de bronze ou encore l'épave d'un vapeur au large de l'île-Dieu. Alors certes, en 1976, c'est ce que raconte cet article, des pompiers plongeurs avaient trouvé l'épave et ramené un morceau de bois, mais depuis, impossible de définir la position exacte du navire retourné et ensablé au fond de la baie. Il aura fallu attendre les évolutions technologiques pour y parvenir. Le 24 août dernier, très exactement, construite en 1782 à Brest, la Nymphe fut royale de 1783 à 1789. Au cours de cette période, elle aura enchaîné aventures et combats en Guyane et dans les îles d'Amérique. En 1784, elle a même pris à son bord Lafayette pour aller jusqu'à New York avant de le ramener à Brest au terme d'une visite triomphale aux États-Unis. Bien des secrets résident encore au fond des océans et nul besoin finalement de partir à l'autre bout du monde pour les découvrir. Ouais, justement, la Vendée, on y reste, Agathe, et on va évoquer un progrès des temps modernes, la fibre pour tous. C'est bon pour la digestion, les fibres. Mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Avancée technologique, oui, en effet, chez nos voisins vendéens, la fibre, c'est le haut débit plus. Avancée de taille, quand on sait que certaines zones de France ne profitent toujours pas du haut débit. D'ici à 2020, donc 18 communes profiteront de la fibre Internet. Mais dans la foulée, ce sont 181 villes supplémentaires qui devraient être équipées. Hyacinthe Van Enden, journaliste pour Graffiti, radio locale vendéenne, s'est penchée sur le sujet. La région Pays de Loire, le Conseil général de la Vendée, la Roche-sur-Yon agglomération et la communauté de communes des Olonnes roulent désormais main dans la main avec Orange France Télécom et ses équipes techniques pour dérouler la fibre. Objectif 2020 pour accorder tous les habitants et les entreprises des 15 communes de l'agglomération lyonnaise ainsi que les 3 communes que sont les Sables d'Olonne, Olonne-sur-Mer et le Château d'Olonne du côté du Pays des Olonnes. La nouvelle est bien accueillie, en particulier par Yannick Moreau, président de la communauté de communes des Olonnes. On l'écoute. C'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'on en parlait jusqu'à présent. Maintenant, les choses sont signées, les engagements sont pris. L'ensemble des foyers d'Olonne-sur-Mer, du Château d'Olonne et des Sables d'Olonne, de l'agglomération des Sables d'Olonne, en fait, pourra être desservi par le très haut débit d'ici à 2020. Ça va commencer les travaux en 2015 et les premières dessertes en 2016, 2017, 2018. Donc progressivement, l'ensemble des foyers, y compris ceux qui sont les plus loin, à 10 km du centre des Sables, pourra avoir accès au très haut débit. Après le TGV et l'autoroute, il ne manquait plus que la fibre sur le territoire pour que les entreprises s'installent ou restent. Sur le Pays des Olonnes, les élus l'attendent déjà de pied ferme et s'y sont déjà préparés. Le très haut débit, c'est le dernier maillon manquant à l'attractivité exceptionnelle des Sables d'Olonne et de son agglomération. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir un grand port, un port de commerce, un port de plaisance, la 2x2 voies, le TGV, un aérodrome. Nous avons tous les atouts pour développer une économie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons lancé un pôle d'économie numérique qui s'appelle Numérimer et qui pourra bénéficier de ce réseau très haut débit sur l'agglomération. Enfin bref, les Sables d'Olonne et son agglomération, c'est le meilleur endroit pour investir. Le très haut débit, c'est aussi une implication financière, celle de la région Pays de la Loire en particulier. Mais derrière le financier, il y a des objectifs. Christophe Clergeau, vice-président de la région Pays de la Loire, nous explique. Alors l'objectif de la région des Pays de la Loire, c'est qu'on aille vite en matière d'aménagement numérique pour que tout le monde puisse accéder à du haut débit de qualité, du très haut débit, et qu'on puisse développer l'innovation, les pratiques autour de ça. Donc Orange et d'autres opérateurs ailleurs, mais Orange ici à La Roche au Sable fait son travail, c'est très bien. On va s'impliquer pour suivre cet engagement d'Orange, mais on est aussi région, financeur, aux côtés des conseils généraux et de l'État, de tout un plan d'aménagement numérique des territoires pour que partout on ait cette même qualité de service, pas seulement dans les agglomérations où les opérateurs s'engagent, mais aussi dans tous les territoires ruraux et périurbains. Donc la région s'est engagée à hauteur de 100 millions d'euros au niveau régional, 24 millions d'euros en Vendée. Allez, de retour en Loire-Atlantique, Agathe, dans le Pays d'Anceny, qui évoque le projet du futur cinéma. Et oui, la ville d'Anceny, on le voit, c'est pas tout à fait la une, c'est l'article juste en dessous. La ville d'Anceny sera bientôt dotée d'un multiplex. Bientôt, alors, on va pas s'emballer, l'ouverture est prévue, si tout va bien, pour 2017, si tout va bien, car la communauté de communes
communes du pays d'Anceny hésitent entre 2 emplacements. Le site des Friches Bro avait été retenu dans un premier temps, mais les élus étudient désormais une seconde possibilité, la construction du projet sur le site du Bol d'Argent, situé juste en face dans le quartier de la Gare. Alors si la Compa envisage cette seconde option, eh bien c'est parce que le site des Friches Bro pourrait réserver quelques mauvaises surprises. Le problème, selon Jean-Michel Tauby, président de la Compa, c'est que ce site nécessitera des travaux de démolition et surtout de dépollution importants. Il s'agira d'un complexe de 3 écrans pour une capacité totale de 550 places. Et il y aura bien sûr une salle de grande capacité avec au moins 320 fauteuils. Le cinéma devrait proposer 11 séances hebdomadaires, soit un marché potentiel de 60 000 entrées annuelles. Le coût prévisionnel de ce nouvel équipement s'élève à 3 millions d'euros hors taxes, sans compter bien les prestations intellectuelles, 660 000 euros, les frais d'acquisition foncière, de démolition et de création d'un parking dédié. La décision finale est attendue fin novembre. Tout un programme. Autre hebdo, autre sujet, dans le vignoble, on s'intéresse à la récup, Agathe. La mode est à la récup, c'est la une de l'hebdo de Sèvres-et-Maine dans le vignoble. Il faut dire que le mouvement bien ancré dans les grandes villes s'empare de plus en plus de communes du vignoble. Les recycleries n'arrêtent pas de pousser. Certaines sont soutenues par les collectivités, mais d'autres initiatives ont éclos sans l'aide de personne. C'est le cas par exemple de la Récupérette de Saint-Hilaire de Clisson ou bien encore de la Maison de la Récup à Mousillon. Le secteur est en plein boom, question de mode, prise de conscience écologique, mais aussi et surtout d'opportunités économiques. La preuve à l'écocyclerie des Mauges, l'association qui porte le projet du vignoble nantais avec Patmouille, entreprise d'insertion de Valette, gère une boutique solidaire dans le Maine-et-Loire. Depuis son ouverture, le magasin enregistre une progression à 2 chiffres. La première année, on voyait 50 personnes. Aujourd'hui, on accueille 500 clients par week-end. C'est ce que souligne Samuel Jaunet, le responsable. Dernière preuve de cet engouement, le secteur Loire-Divat va proposer une déchetterie nouvelle génération où les gens pourront en fait déposer les objets pouvant prétendre à une seconde vie. La rénovation et la vente seront en revanche confiées à une association locale. Ouais, c'est un petit peu ce que fait déjà la ressourcerie du côté de Rosé. Tout à fait. Avant de se quitter, Agathe, Des avec petites regret, brèves. des petites brèves, en bref. En bref, des brèves. Des nouvelles de Terra Eco. Tout d'abord, je vous remontre la une du dernier numéro. Sauver Terra Eco. Terra Eco qui clôt ce soir son financement participatif sur la plateforme Ulule. Hier soir, c'était plus de 100 000 euros récoltés, 2500 abonnés en plus. Si on ajoute à cela la part des investisseurs, le magazine a récolté un peu moins de 330 000 euros. La direction du magazine en espère 500 000. Des discussions sont encore en cours avec les investisseurs. Alors, continuera pas. On en saura plus dans les jours qui viennent. Et puis un mot très rapide de sport, car cette semaine, le magazine SoFoot propose une interview du président du FC Nantes. Voilà, la une de SoFoot. Avec Carlo Ancelotti. C'est voilà. Carlo Ancelotti, Oui, c'est pas Valdemar Kita. Voilà, une interview du président du FC Nantes. Le voici, Valdemar Kita. Monsieur K y évoque son rôle de président, ses relations avec les entraîneurs, le fair play financier. Je cite, quand Paris ou Monaco mettent de l'argent, on ne dit rien. Est-ce que j'ai pris de l'argent de la mairie ou du peuple? Non. Kita, le père, revient sur son effectif et sur le jeu à la nantaise. Le voir revenir du jour au lendemain, j'aimerais bien, mais c'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Bref, Valdemar Kita, tel qu'on le connaît ici à Nantes, finalement, lucide et ambitieux, c'est à lire en page 80. Et c'est bien, il est raccord avec son entraîneur Michel Derzakarian qui disait sensiblement la même chose dans l'équipe d'hier, Michel Derzakarian, sur le jeu à la nantaise. Il disait que ça commençait à le gonfler un petit peu, ses références constantes au passé, auquel il appartient, soit dit en passant. Merci Agathe Petit, on te retrouve la semaine prochaine, bien déjà lundi, dans l'invité Sun Politique. On peut rappeler qui tu recevras? Christian Couturier, le maire des Sorinières, lundi prochain à 7h40. Et vendredi, à la même heure, ce sera bien la sûr. revue de presse. Mais avant ça, ce midi et ce soir dans le 17-19. Assurément, avec grand plaisir. Bien sûr, Agathe, elle est là tout le temps, elle fait tout. Et puis, tu n'oublieras pas de fermer la porte et de passer le balai en partant. Merci Agathe Petit. Il est 7h56.